métamorphose freudienne, et il a écrit un livre récemment qui s'appelle sur l'autisme, je ne sais plus le titre. Quelle place la psychanalyse? Alors, aujourd'hui, il va nous parler tout autre chose, puisqu'il va nous parler donc, de Lacan, Horkheimer et déclin du père. À toi. Voilà, donc merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici, invité par la psychanalytique et particulièrement des équipes qui a préparé ces journées à l'école de Francfort de la psychanalyse. Je regrette l'absence de Rabinovich, qui est très sympa, que je connais, que je vais rencontrer, qui connaît bien l'école de Francfort. Et je voulais juste dire un mot par rapport à ce qu'a dit particulièrement. C'est tout que l'école de Francfort et la création de l'école de Francfort doit à l'Argentine, puisque c'est avec les sous de Hermann Weil que, en ayant fait fortune en Argentine, et son fils donc, est né à Buenos Aires, a regagné l'Europe, l'Allemagne, et justement dans cette sorte de mouvement dialectique, justement pour ne pas être un businessman comme le père, il a créé une théorie critique, mis les sous, construit des bâtiments, des 4 étages à Francfort, justement, voilà, avec les sous de son papa, bien entendu. Bon. Alors, très rapidement, après avoir soutenu sa thèse en psychiatrie 1932, avec le cas aîné, Lacan s'intéresse particulièrement à la psychanalyse en même temps qu'il fréquente des groupes littéraires, etc., comme vous le savez. Par ailleurs, il est intéressant de suivre une chronologie qui aurait son point de départ en 1935, au 34-35, avec les cours de Kojève et des réunions chez Lacan d'un groupe d'intellectuels provenant des littératures, ce que l'on a appris après ma découverte d'une petite correspondance écrite entre Lacan et Kojève. À partir de là, nous devons nous poser 2 questions, à mon sens, par rapport à ce premier Lacan, tout jeune Lacan. A. Que se passe-t-il entre 1935 et 1938 dans l'œuvre naissante de Lacan, complets familiaux, et B. Au-delà de ce qu'on a pu observer jusqu'ici, comment les textes des complets familiaux ont-ils été construits? Concernant le premier point, nous trouvons à l'intérieur de la période que nous venons de délimiter un point d'escalation dû, comme vous le savez très bien, à l'exposé de Lacan de 1936 dans un congrès de psychanalyse à Marienbad intitulé Le stade de miroir, que vous connaissez bien. Une des questions serait-il, y a-t-il, à titre d'exemple, pour que vous voyez comment ça s'est fait, une incidence directe du cours de Kojève dans cette conception dédoublée de l'être humain à ce stade de l'enfance? Eh bien, on peut facilement démontrer que le fameux stade de miroir de Lacan provient d'une lecture croisée des 2 auteurs, Vallon et Kojève, c'est ce que je fais dans un des livres que j'ai publiés qui s'appelle Lacan de Vallon à Kojève. En effet, dans l'introduction à la lecture de Hegel, cours auquel Lacan assistait, comme vous le savez très bien, depuis 1934, au moment de la démonstration du passage de la simple sensation à une perception plus structurée chez l'homme, une gestalt, dans la phénoménologie de l'esprit, Kojève écrit à ce stade, je cite Kojève, à ce stade, le passage de la sensation à la perception structurée, l'être est morcelé. Fin de citation. Il ne serait peut-être pas exagéré de supposer que Lacan prend ici la notion de corps morcelé de Kojève. Mais ce n'est pas tout. Car la reconstruction kojévienne de la phénoménologie implique des stades, et à ce moment-là, il évoque précisément l'enfant en bas âge. Je cite Hegel, cité par Kojève, c'est l'attitude, le morcellement de l'homme naïf à l'état exclusif peut-être de celle de l'enfant en bas âge. Fin de citation. La copression des notions telles que stade, enfant en bas âge et morcellement me semble plus que le produit du hasard et nous permet de déduire la pensée kojévienne du premier modèle théorico-clinique de Lacan, modèle qui était validé, comme vous le savez, même par la science, le stade de miroir. Donc, voilà un premier point. Mais ce n'est pas tout. Car il y a une notion qui est entièrement nouvelle chez Lacan, et vous en conviendrez, c'est, reconnu comme tel par la plupart des lacaniens spécialistes en Lacan, c'est bel et bien le diagnostic du déclin de la figure du père dans les temps modernes. Ça, c'est du Lacan tout craché, et c'est, voilà, Lacan le premier. En effet, révolue est l'époque où le parte familias est le seul à régner et où l'on obéit à sa loi. Lacan en est parfaitement conscient et c'est cette thèse qu'il va défendre en 1938, complets familiaux, ce qui va le conduire à moduler différemment les contributions du stade de miroir.
si ce dernier met surtout en lumière le pouvoir formatif chez l'individu de ce premier autre qu'est la mère, ou peu importe qui, enfin l'autre, le texte de 38 met au contraire l'accent sur la prédominance de la fonction du père, sauf que celle-ci apparaît particulièrement transformée par les nouvelles données sociales. Et je cite ce passage de Lacan des complets familiaux à propos du déclin de la figure paternelle, guillemets, nous ne sommes pas de ceux qui s'affligent d'un prétendu relâchement du lien familial, mais un grand nombre d'effets psychologiques nous semblent relevés d'un déclin social de l'imméraux paternel, déclin conditionné par le retour sur l'individu d'effets extrêmes du progrès social, déclin qui se marque surtout de nos jours dans les collectivités les plus éprouvées par ces effets, concentration économique, catastrophe politique, dans l'actualité. Le fait n'a-t-il pas été formulé par le chef d'un État totalitaire comme argument contre l'éducation traditionnelle, déclin, quatrième fois, plus intimement lié à la dialectique de la famille conjugale, puisqu'il s'opère par la croissance relative, très sensible par exemple, dans la vie américaine et ses exigences matrimoniales. Fin de citation. Autrement dit, plus on progresse socialement, Lacan pense à l'influence de l'État même, plus le père est dévalorisé en tant qu'autorité et pilier de la famille. Ce qui doit pourtant nous étonner ici est la répétition du mot déclin dans le texte de Lacan. On dirait qu'il est devenu pour lui un mot valise qui lui sert à démontrer ou à diagnostiquer un nouvel état de fait social, le sésame qui lui ouvre la voie à une nouvelle perspective théorique, lui permettant de réorienter ses sacs de recherche tels qu'ils ont été posés depuis le stade de miroir. Or, ce texte constitue précisément l'introduction de ce que l'on pourrait appeler un concept diagnostique et nous permet de défendre l'hypothèse selon laquelle ce concept introduit par Lacan doit tout aux premiers écrits des auteurs de l'école de Francfort et notamment Marc Horkheimer. Donc, les Studien über, désolé pour l'accent, et über Autoritat und Familie. Et voilà, c'est un texte fondamental. En 1936, dans un livre écrit en allemand, mais édité à Paris, Studien über Autoritat und Familie, Horkheimer publie un texte intitulé Autorité et famille, qui sert d'introduction à un gros volume de 600 pages, impressionnant, publié à l'époque. En effet, après l'arrivée de Hitler, Horkheimer quitte l'Allemagne et publie à Paris le Zeitschrift für Sozialforschung, la revue des auteurs francfortois, qui fut édité par Félix Aycan entre 1932 et 1941. La guerre a déjà commencé. Dans le texte Autorité et famille, Horkheimer cite un auteur catholique, Le Play, en français, et évoque le déclin, Verfall, de l'autorité paternelle, Väterlichen Autorität, comme cause du malaise des temps modernes. Fin des citations. Horkheimer. Horkheimer critique le sociologue Le Play, tout en lui donnant raison sur un point précis. Citation. Dans sa perspective antilibérale, Le Play a très exactement saisi la situation. On peut dire la même chose des États totalitaires actuels. Fin des citations. Nous n'avons pas besoin de développer davantage ces citations pour constater l'appropriation, nous devrions presque dire la citation, de cette thèse de Horkheimer pratiquée par Lacan dans le texte Les complets familiaux et plus haut. Aussi bien le slogan de déclin de l'autorité paternelle comme cause fondamentale de la névrose des temps modernes et la référence aux États totalitaires nous paraissent avoir été repris dans les diagnostics lacaniens du déclin de l'imago paternel. Bon, à l'époque, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, un truc. Et comment ça se fait qu'en 1936, Benjamin publie la notion que tout le monde connaît, les concepts de déclin de l'aura, de l'or artistique, et en 1938, Lacan parle de déclin de l'imago. Dans les deux cas, il y a une notion de déclin, il y a une notion de l'image, aura, imago. Bon. Alors, dans les textes des complets familiaux, nous trouvons un obstacle très visible qui est que, hormis les auteurs cités dans les corpus du texte, il n'y a pas proprement parler de bibliographie à la fin du travail.
Ceci est dû probablement au format même de ces articles d'encyclopédie, destinés à informer un public large, sans qu'il y ait besoin de se référer de manière plus approfondie à des références et à des auteurs que seul l'expert et spécialiste comme il est connaît sur le bout des doigts. À quoi bon encombrer les simples lecteurs avec des notions de référence qui lui seraient parfaitement inutiles? C'est sans doute en partie à cause de ces formats encyclopédiques imposés à Lacan en 1938, que les différents auteurs qui se sont intéressés au rapport entre l'ordre de Lacan et l'école de Francfort n'ont pas pu établir une relation de cause à effet entre le Francfortois et Lacan. En effet, dans aucune des publications disponibles à ce jour des complets familiaux, nous ne trouvons des bibliographies, à l'exception évidemment de l'édition originelle elle-même, c'est-à-dire un gros volume des 3,5 kg, c'est la bibliothèque, à peine trouvable sur eBay et tout ça. Si nous consultons les 3,5 kg là, nous voyons qu'il y a l'encyclopédie française, et on trouve à la fin, mais pas à la fin de l'article de Lacan, à la fin, le machin là, à la fin, un catalogue méthodique des principaux ouvrages contemporains se rapportant au volume 8, la vie mentale, voilà. Autrement dit, la bibliographie du tome 8. Il s'agit des dernières pages du volume, à la couleur bleu clair, numérotées pour ce qui concerne le catalogue de la page 1 à la page 22, et c'est à la page 18 du catalogue que l'on trouve la bibliographie correspondante au texte des complets familiaux, du dénommé Jacques Lacan, chef des cliniques au Subito. Parmi d'autres auteurs, on peut lire à la fin de la liste Studien über Autorität und Familie, résumé français à 1936. Autant dire que le docteur Lacan, pour une fois, avait fourni à l'encyclopédie et là les auteurs et la bibliographie correspondante, sauf que le format choisi par la publication avait disposé de cette information selon la manière habituelle et qui plus est ceux qui ont réédité le complet familial par la suite, Jacques Millet pour ne pas le nommer, à aucun moment ajoute cette bibliographie-là parce qu'ils ne la savaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas, je n'en sais rien, en tout cas, ça n'a pas été. Vous le savez très bien qu'il y a plusieurs auteurs qui sont intéressés à ce déclin des imago paternels, notamment Michel Thor et M. Sapieropoulos. Et en ce qui concerne ce dernier, c'est le seul qui m'intéresse en ce moment, il n'évoque même pas dans son livre une seule fois la proximité de cette thèse avec celle de Horkheimer. Si l'on se concentre sur Sapieropoulos, on voit comment il veut à tout prix qu'il y ait quelque chose de, on va dire, un déclin, on peut dire, et dans l'œuvre de Horkheimer, mot qui ne trouve naturellement pas, mais qui lui sert l'absence de mots précisément à échafauder l'hypothèse du diagnostic du déclin, etc., en disant que ça vient de Horkheimer. De toute évidence, il n'a jamais lu, un après l'autre, la référente biographie de la fin de l'ouvrage, alors qu'il était payé pour ça, et pas à l'université, puisqu'il était chercheur, et payé par les contribuables aussi. Mais ne vous inquiétez pas, la très grande historienne française de la psychanalyse de renommée internationale, UNESCO, n'a pas fait mieux, parce qu'à aucun moment, elle cite les auteurs à la page bleue, parce qu'il n'est pas allé chercher le truc, et s'il est allé, il n'est pas allé consulter les dernières pages bleues, etc. Donc, alors que tout était là, devant les cieux, comme la lettre de Paul, vous connaissez. Notre recherche, évidemment, déjà, je reviens sur ce que vous avez dit à l'instant, pourrait s'arrêter là. Lacan utilise la thèse de Horkheimer pour établir le pilier théorique des conflits familiaux, et chose intéressante, pour une fois, il cite ses sources. Mais une question supplémentaire me paraît devoir être posée à partir de là. Puisque Lacan connaissait les auteurs francfortois, et qu'il les avait lus, que penser de la question évoquée par différents auteurs, selon lesquels la mise en rapport de Kant et de Sade dans les textes de Lacan, Kant avec Sade de 1963, proviendrait du texte d'Arnaud, La dialectique de la raison, publié en 1955, sans compter qu'en fait il a été publié en 1947 comme document interne aux États-Unis. Il jamais cité comme tel. Il suffirait à ces propos, et je m'arrête fini là-dessus, de citer le texte de Lacan, Kant avec Sade, quand il indique, je cite, ici, Sade est le pas inaugural d'une subversion dont, si piquant que cela semble au regard de la froideur de l'homme, Kant et les points tournants et jamais repérés
que nous sachions comme tel. Fin de citation. Que veut dire sous la plume de Lacan, dans ces premières lignes de Kant avec ça, la phrase « jamais repéré que nous sachions comme tel ». Cette précision pose des questions du point de vue du rapport d'une source extérieure, c'est-à-dire dialectique de la raison. Il y a deux possibilités. A. Lacan affirme que sa proposition n'a jamais été repérée, auquel cas il ignore la dialectique de la raison. Mais si c'est le cas, pourquoi le préciser? Ou B. Deuxième possibilité, en soulignant les caractères inédits de sa trouvaille, il précise l'originalité de son interprétation parce que justement, il connaît la dialectique de la raison. Dans ces cas, le jamais repéré comme tel prend tout son sens et il entend faire tout autre chose que ce rapprochement entre deux auteurs. Mais si c'est ainsi, pourquoi refuse-t-il de les citer? Je finis avec peut-être que cela me conduira à ma conclusion coutumière à propos de Lacan et de ses sources. Nous constatons, une fois de plus, que Lacan pratique la citation d'une manière pour le moins paradoxale. Plus sa dépendance est littéraire, moins il cite. Bien, merci Pablo. Écoutez, maintenant je propose qu'on ait un moment de discussion.